Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Oui, de retour en compagnie de Cybèle Olivier, de Nick Payne, beaucoup de réactions. Tout à l'heure, on l'a vu là, avec nos discussions, notamment sur les conspirationnistes et ces nouvelles qui se diffusent un petit peu partout. Puis comment, finalement, on décide de parler de ça? Et ça a été utile, Karima, parce que quelqu'un nous écrit très belle entrevue, genre, je comprends plus. Je pense que c'est ça l'idée, hein, c'est de mieux se comprendre entre nous pour éviter des dérapages ou des stigmatisations. D'ailleurs, la stigmatisation, je pense que ça va faire partie de nos prochaines discussions. Oui, tout à fait, parce que c'est chaud hein, cette année, là, tout ce qui est les événements entourant Fierté Montréal. En fait, c'est vraiment en lien avec ce qui se passe à Gaza. Donc, vraiment, la situation Israël-Gaza, il y en a plusieurs participants, plusieurs groupes là, qui participent à Fierté Montréal qui disent, ben là, ils ne se positionnent pas assez en faveur de la Palestine, devraient condamner le génocide. Donc là, ça crée toutes sortes de remous cette année du côté de la participation à Fierté Montréal. Et là, on a appris que Safia Nolin, donc l'autrice, compositrice, interprète Safia Nolin, qui a annoncé qu'elle ne participera pas au spectacle IMIX qui est organisé par Fierté Montréal le 3 août. Pourquoi? Pourquoi elle a décidé qu'elle ne veut plus y aller? Ben, c'est qu'il y a la présence d'un groupe qui la dérange. Le groupe s'appelle GAVA. Et c'est un comité, nous dit-on, aviseur LGBTQ+, de la communauté juive. Et eux, ils se définissent, là, ils disent qu'ils défendent les existences et les expériences des Juives et des Juifs LGBTQ+. Mais pour Safia Nolin, il s'agit d'un groupe sioniste et ça n'a pas sa place, là, selon elle, au défilé de Fierté Montréal. Donc, bref, on va parler de ça. On va parler de la question référendaire claire des Albertains, tu sais, mais il y a de l'action. Oui. Nick Payne. Là, tu vois, avec ta présentation, ceux qui nous écoutent, qui sont pas super versés dans l'actualité des communautés LGBTQ+, etc. à Montréal, doivent se dire, mais quel est le rapport? C'est ça. Parce qu'on est dans rendu une politique, chicane là. sur Gaza. Oui. Au cœur des festivités de la fierté, tellement que là, il va y avoir la même journée 2 défilés en même temps, celui de Fierté Montréal et celui de Fierté Indomptable, qui est organisé par un organisme d'origine, peut-on dire d'origine arabo-musulmane ou arabe, qui vient du Liban à l'origine et qui défend les LGBTQ de ces origines-là. Si je comprends bien, là, je ne veux pas faire Oui, je vais le d'erreur. retrouver, c'est LM, Oui. je pense. Et puis, C'est LM, exactement. ouais, c'est ça. Et pourquoi eux font leur défilé à côté? Ben parce qu'ils trouvent que Fierté Montréal n'est pas assez engagé en faveur de la Palestine. Or, il se trouve que Fierté Montréal vient juste de déclarer que c'est un génocide qui se passe en Palestine. Alors là, le génocide, c'est le mot-clé. Normalement, quand tu dis ça, t'es dans la gauche la plus pro-Palestine, puis tu devrais normalement faire l'unanimité dans ces familles politiques-là. Mais comment ça se fait? C'est comme si là, il faut faire une profession de foi. C'est ça, c'est vraiment ça. Oui, Puis d'y pro-palestinienne, aller, avoir finalement, faire sa déclaration, puis dire, ben voyez, oui, nous aussi. Mais comme tu dis, c'est que là, on investit le champ politique. C'est plus juste en lien avec la défense, la fierté Mais ça a pas de la rapport. communauté LGBTQ+. Ben eux vont dire que ça a rapport, c'est les oppressions, l'intersectionnalité Ben oui, mais va donc d'oppression. voir en Palestine, tu peux être LGBTQ, toi. C'est ça. Alors, tu sais, déjà, là, il y a une incohérence majeure, là, tu sais, dans le fameux Queers for Palestine. On sait bien que c'est dans cette partie-là du monde, s'il y a un endroit où tu peux vouloir vivre si jamais tu es de ces communautés-là, ben c'est en Israël. Oui, par exemple, à Tel Aviv, Ben oui. il y a une vaste communauté. C'est ça. Il y a vraiment la célébration de la communauté LGBTQ+. Ouais. Puis effectivement, quand tu penses que le Hamas est considéré par le Canada comme une organisation terroriste et est une organisation islamiste. Ben, Je ne dis pas voilà. islam, je dis islamiste, Oui. donc radical. C'est sûr qu'on peut vraiment se poser la question sur la place de la communauté LGBTQ+, dans des idéologies islamistes radicales. Oui, d'autant plus que la cause palestinienne a changé au fil des années. Ça fait pas d'hier que la gauche est sympathique à cette cause-là, sauf que la teneur allons-y, en islamisme,
disons, est plus forte qu'avant aux yeux de plusieurs là, dans ce conflit-là. C'est devenu beaucoup aussi un conflit d'idéologie. Et donc, quand on prend en fait et cause totalement à 100% en faveur de la Palestine, on devrait normalement savoir qu'on s'en va aussi un peu de ce côté-là. Mais comment se fait-il donc qu'on est rendu à ce point-là jusqu'au cou dans ce débat-là, alors qu'on est supposé être en train de parler des LGBTQ+, puis d'éviter de la fierté? Il y a un nom pour ça. C'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, là, ça devrait être le... Enfin, on se dit, c'est le mois de la fierté, tu sais, fierté LGBTQ+, les gens sont libres, on est au Québec, ça devrait être un moment joyeux, puis... Non, puis mais on là, sent la cause que c'est LGBT passe complètement en c'est arrière. Il y a un mot pour ça en France. On l'emploie un peu au Québec parfois aussi. Ça s'appelle l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire qu'au fil des dernières années, à partir de cette espèce de surgissement dans notre espace intellectuel, public et social d'un islam revendicateur, qu'on connaissait très peu ça au Québec, par exemple, là, il y a quelques années, à partir de ce moment-là, la gauche s'est alignée de plus en plus, notamment dans les débats sur la laïcité puis l'interdiction des signes religieux ostentatoires. Elle s'est rangée beaucoup du côté des revendications au nom d'un certain islam. Oui, c'est ça. Et puis aujourd'hui, il y a comme une espèce d'osmose entre ces familles politiques-là qui pourtant ont des désaccords profonds sur des questions philosophiques graves, mais pourtant marchent main dans la main aujourd'hui la plupart du temps. Puis là, c'est ça, c'est ce qu'on voit, là, c'est ce qu'il y a sous nos yeux, c'est que dans les milieux progressistes, notamment LGBTQ+, ben, si tu fais pas ta profession de foi pro-palestinienne, derrière laquelle il y a tout de même une forme de caution des revendications en ce qui a trait à l'islam aussi, ben t'es pas dans la bonne gauche, puis tu te fais jeter dehors, tu te fais ostraciser ou tu te fais faire ce que Safia Nolin fait aujourd'hui. Je ne participe plus à votre manif ou à vos spectacles parce que il paraît qu'il y a des gens là-dedans qui sont sionistes. Mais c'est Charles Disser, tu sais, quand on regardait Découverte, c'est fascinant, là, mais ceci est complètement fascinant et en même temps très éclairant sur les dernières mutations de la gauche et pourquoi elle est un petit peu plus que jamais en rupture avec la moyenne des ours qui comprend juste plus là, ce qui se passe. C'est pas très bon pour la cause LGBTQ par ailleurs. Là. Voyons, vous êtes supposé être en train de défendre des gens ici là, qui sont réellement mal pris, puis qui ne sont pas en train de faire de la politique au Moyen-Orient, là, qui sont juste aux prises avec des problématiques d'identité personnelle, peut-être la dysphorie de genre, peut-être la difficulté d'assumer et de vivre au grand jour tout simplement son homosexualité. Puis là, vous êtes dans des histoires de chicane Israël-Palestine. Il y a quelque chose de consternant là-dedans en même temps. Bien, c'est parce que surtout que moi, en fait, ce qui m'interpelle, je ne sais pas aussi là, pour toi, c'est que, par exemple, là, il y a des organisations LGBTQ+ juives où on crée de l'exclusion. Là. Ben oui. Donc là, finalement, c'est quoi aujourd'hui? Si t'es juif... LGBT, c'est bien, mais pas juif. Tu sais. C'est ça qui est très, très malaisant. Là, je fais un raccourci. Peut-être pas juste, c'est pas ce qu'on dit, mais on dit sioniste. Sioniste, ça, c'est pas correct. Oui, c'est ça. Donc, certains disent qu'il ne devrait pas avoir des drapeaux israéliens, tout ça. Bref, tout ça prend effectivement des on a l'impression d'une politiques. infiltration puis d'une récupération ou d'un dévoiement, au fond, de certaines questions. Puis il y a beaucoup d'amalgame parce qu'effectivement, souvent on entendait, c'était ça aussi un slogan de la gauche, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Puis là, on est en plein dedans. Ouais. On fait des amalgames. Puis entre, par exemple, les politiques de Benjamin Netanyahou, puis la situation catastrophique à Gaza, puis les enfants à Gaza, tu sais, tout ça, puis des juifs LGBT de la communauté montréalaise ou québécoise qui se retrouvent un peu pris en sandwich là-dedans et qui finalement se sentent exclus puis qui vivent en quelque part, qui peuvent vivre de l'antisémitisme maintenant aujourd'hui. Oui. Alors que tu te dis, bon, un festival comme Fierté Montréal, le défilé, tous les événements entourant ça, ça devrait être un moment pour les personnes de la diversité sexuelle, tu sais. Bien sûr, mets-toi à la place d'un ado quelque part, je sais pas moi, à Saguenay ou à Val-d'Or ou en Gaspésie qui vit mal
voilà, la découverte de son orientation, par exemple, et puis qui autrefois aurait pu voir une forme de réconfort, puis de port d'attache ou de phare dans la nuit, dans ces mouvements-là, montréalais, dans les grandes villes souvent, mais pas que. Là, tout à coup, ce qu'on lui offre, c'est le spectacle d'une espèce de politisation extrême sur des enjeux qui n'ont rien à voir avec lui. Là, soudainement, il est comme obligé, lui aussi, d'être peut-être pro-palestinien s'il veut être accepté dans son milieu. C'est tout à fait... Puis moi, je critique pas les gens qui sont en faveur de la Palestine, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est pas ça l'idée. Sauf peut-être sur le fait de l'incohérence. C'est assez curieux tout de même d'être à la fois militant LGBTQ+, et être à ce point... engagé totalement et complètement en faveur de la Palestine et contre Israël. C'est aussi un peu curieux. Et parlons maintenant, on va se déplacer du côté un petit peu plus à l'ouest. On s'en va à l'ouest, au Canada, puis tu vas nous parler de l'Alberta et de la question peut-être éventuellement référendaire, s'il y en a un, parce que, bon, on est dans ce processus-là là-bas, on sait qu'il y a beaucoup de mécontentement, donc il y a cette idée qu'il pourrait y avoir un référendum, il faut qu'il y ait un certain nombre de signatures, je pense, pour récolter, je pense, c'est 300 000 signatures pour pouvoir soumettre l'idée. Oui, c'est des pourcentages. Ouais. Je crois que c'est la nouvelle loi albertaine sur l'initiative, les initiatives populaires, hein, au fond. Alors, tu peux... alors là, dans ce cas-ci, c'est un groupe séparatiste albertain qui suit le processus normal et il doit, de ce fait, proposer sa question référendaire à un juge, à la justice, et pour qu'il soit déterminé si la question est constitutionnelle et si ta démarche, en somme, peut brimer des libertés individuelles, par exemple. Vaste question pour ce qui est de la constitutionnalité, mais ce qui m'a intéressé, c'est la question qui est allée devant les tribunaux, qui est très simple. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je la paraphrase. Grosso modo, c'est « Voulez-vous que l'Alberta devienne un pays souverain et ne soit plus une province canadienne? » C'est clair. Oui ou non? C'est assez clair. Puis là, qu'est-ce que les juges vont dire de ça? On sait qu'il y a le renvoi de la Cour suprême sur la sécession du Québec, qui dit qu'en cas de résultat clair à une question claire, ce qui est très, très plein de possibilités d'interprétation, mais le gouvernement fédéral doit négocier avec l'État qui voudrait faire sécession. Dans ce cas-là, c'était le Québec. Alors peut-être Alberta, ce sera un jour le cas, mais c'est pas demain la veille, là, calmons-nous un peu. Mais ça m'a intéressé parce qu'au Québec... On a de la misère avec des questions claires comme ça. Hein? Le référendum de 1980, c'est un roman. C'est 2 ou 3 paragraphes. C'est d'une complexité sans nom. En fait, on voulait avoir le mandat de négocier pour retourner ensuite, refaire un autre référendum pour peut-être éventuellement. Puis tout ça, tout ce bazar-là pour finalement aboutir dans un débat sur l'indépendance ou pas. Hein? C'était ça la vraie question. Puis en 1995, on a quand même simplifié beaucoup. Là, c'était « Voulez-vous que le Québec devienne souverain? » après avoir fait une offre de partenariat au Canada. C'est un élément de... Les fédéralistes n'avaient pas complètement tort de dire qu'est-ce que vous essayez de faire? Là? Il y a un petit peu de confusion possible. Et c'est vrai, certains auraient pu croire que l'indépendance était donc conditionnelle au partenariat. C'était pas le cas. Et rappelons pour mémoire que c'était pas ce que Parizeau voulait faire à l'origine. Lui, il voulait poser la question albertaine. Il voulait dire, voulez-vous, oui ou non, que le Québec soit souverain? Mais c'est parce que, notamment, Lucien Bouchard et Mario Dumont et d'autres au sein même du Parti québécois étaient un peu réticents, puis ils disaient, est-ce qu'on peut vraiment larguer les amarres comme ça? Est-ce qu'il faut quand même pas essayer de tout faire pour obtenir quelque chose du Canada? Et puis, bon, on est arrivé à ce compromis-là. Est-ce qu'au Québec, on pourrait obtenir, ou dans un prochain référendum, poser une question plus directe comme ça, plus claire? J'ai l'impression, moi, que c'est à souhaiter. Je pense qu'on peut tenir pour acquis que les gens sont intelligents et sont capables de comprendre une question où il y a différentes notions. Ça ne me dérange pas qu'il y ait d'autres éléments que le seul oui ou non à l'indépendance dans la question, mais il faudrait tout de même pas qu'il y ait des possibilités d'interprétation qui viennent jouer, parce que là, encore une fois, les souverainistes vont passer leur temps à faire des débats sur leur honnêteté, sur leur probité, sur ce qui pourrait être des stratégies cachées, plutôt que de faire le débat sur le fond. Ça n'a pas été payant, les questions complexes, pour les souverainistes.
historiquement. Puis au fond, tu reviens vraiment à la base, comme tu dis, c'est de dire, est-ce que vous voulez, oui ou non, que le Québec soit un pays? Posons-la la question. Posons-la, si ce qu'on veut, et c'est un référendum. C'est ça, et c'est Après, c'est une le autre peuple question, de là. décider. Puis pour le reste, les négociations ou quoi que ce soit, tout ça va venir de toute façon. Alors, effectivement, très intéressant. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Merci, Nick. Salut, à bientôt. Salut.